Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission de droit de réponse. Ici c'est Richard Atim-Niraï Nielade depuis Ottawa et dans le cadre de cette émission que vous donne Choc FM 105.1 et nous rappelons que c'est une émission qui est subventionnée, qui vous est rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Donc, aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir une nouvelle invitée qui s'appelle Daniela. Je ne vais pas la présenter de manière exhaustive puisqu'elle est là. Elle-même va se présenter. Bonjour Daniela et bienvenue à cette émission. Bonjour Richard, merci de m'inviter. Donc, mon nom est Daniela Gaviré. Je suis finissante à la maîtrise en travail social à l'Université d'Ottawa. Mon mémoire porte sur l'antiracisme à milieu universitaire. Je travaille aussi à temps plein dans ce domaine de l'antiracisme à l'Université aussi d'Ottawa. Et je suis réfugiée du Burundi et je suis c'est ça, en gros, c'est ça. Merci beaucoup, justement, venant du Burundi, parce que l'émission, justement, parle de la francophonie. Le Burundi, le Rwanda sont des pays qui ont une grande histoire avec la France. Et donc, arrivé au Québec, quelles étaient vos premières expériences avec la langue française? C'était assez intéressant parce que mes parents parlaient très bien français. Mes parents parlent un français impeccable depuis leur arrivée il y a environ 19 ans au Québec, où nous avons immigré en premier. Mais ils ont un accent belge parce qu'ils ont fait le système scolaire belge jusqu'à l'université au Burundi. Par contre, moi, arrivée à 7-8 ans, je ne parlais aucunement français. J'ai commencé l'école primaire et plus tard, rendu à la fin de mon secondaire, je me suis disputée avec une professeure. C'était pas vraiment grave, là, c'est des choses qui arrivent. Et lorsque j'ai rencontré un conseiller en orientation, j'ai mentionné au conseiller que la professeure m'avait avisé que j'avais un diagnostic de trouble d'attention dans mon relevé de notes, mais dans mon bulletin scolaire ou mon dossier scolaire, en fait. Et j'avais demandé à la conseillère si ça allait affecter mon admission au cégep parce que moi, je ne comprenais pas vraiment l'ampleur d'un tel diagnostic. À l'âge de 7-17 ans, tu penses que c'est la fin du monde, tu ne sais pas trop ces choses-là. Et je comprenais pas non plus pourquoi est-ce qu'il y avait un diagnostic comme ça dans mon dossier sans que je sois au courant depuis que j'ai immigré au Canada. Donc, la conseillère m'a dit, ne t'en fais pas, ce n'est pas un vrai diagnostic. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle m'a dit, en fait, c'est un diagnostic qu'on met de manière systématique à tous les jeunes enfants immigrants qui arrivent au Québec à ton âge, donc vers l'âge de 7-8 ans. Et moi, j'étais choquée parce que je me suis dit, mais moi, mes parents, ils ne comprennent pas c'est quoi ces choses-là. Les parents africains ne savent pas c'est quoi ces choses-là. Ils auraient pu voir TDA et se dire, c'est un problème. Mais je sais maintenant, moi, que ce n'est pas un problème. Un TDA, c'est un étudiant qui a besoin d'un soutien scolaire différent pour réussir, mais ce n'est pas un problème en tant que tel. Mais donc, quand j'ai parlé avec mes parents, ben, je pense qu'eux, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est non, on ne t'a rien dit de ça parce qu'on ne voulait pas que tu penses à un problème. Et on a dit à tes enseignants que tu n'as pas de problème, que tu ne parles pas français et que lorsque tu vas apprendre le français, si jamais il y aurait des difficultés de l'apprentissage, là, on pourra aller voir un médecin pour un diagnostic, mais ce n'est jamais arrivé. Donc, c'était assez intéressant comme expérience. Heureusement, l'expérience a été surmontée, le défi a été surmonté puisque aujourd'hui, nous vous entendons parler excellemment français et donc c'est un défi que vous avez surmonté, mais après le Québec, certainement, puisque vous êtes à Ottawa, vous vous retrouvez dans un milieu plutôt anglophone majoritairement. Quels sont vos défis dans le milieu ontarien du point de vue Je dois dire qu'au départ, les défis étaient assez étranges. Donc, une personne franco-ontarienne qui me parlait en français, je ne comprenais absolument rien. L'accent anglophone était trop marqué
Et moi, je n'avais pas l'expérience de parler avec des gens en anglais, à part mes cours d'anglais au secondaire, là, mais sinon, donc c'était assez choquant. Et à l'inverse, ces gens ne comprenaient pas mon accent québécois parce que je parlais avec un accent québécois, mais la plupart du temps. Donc, c'était assez comique. Mais sinon, je pense que de quitter le Québec vers l'Ontario, c'est là que j'ai vraiment pris vraiment l'ampleur du fait d'être une minorité francophone, de voir que beaucoup d'emplois sont en anglais, que beaucoup de services sont en anglais et que lorsque les gens te servent en anglais, c'est toi qui dois faire l'effort de parler en français. Donc, au quotidien, c'était un peu frustrant parce que tu avais l'impression que quand tu fais l'effort de parler un peu en anglais aux gens, tu as l'impression que peut-être qu'ils pensent que tu es stupide parce que tu as un accent. Donc, je comprends vraiment toute l'ampleur maintenant d'être une minorité francophone parce que je suis en Ontario. Donc, c'est assez, c'est très intéressant, là. Et justement, au quotidien, comment fais-tu prévaloir tes aptitudes en français au quotidien, par exemple, dans les achats et autres, là où j'imagine que tout est en anglais. Comment est-ce que tu parviens à surmonter cela ou bien tu t'immisces aussi à l'anglais? En fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que là, je suis vraiment très chanceuse de travailler dans un milieu qui est francophone majoritairement à mon emploi et d'être dans un département scolaire de travail social qui est francophone aussi. Donc, mais par contre, au quotidien, lorsque je vais dans les magasins, dans les restaurants à Ottawa, par exemple, maintenant, vraiment, j'ai pris plus d'assurance d'aller voir les gens puis de leur dire bonjour, parlez-vous français? Do you speak French? Et quand ils me disent oui, mais juste un petit peu avec leur accent, je dis parfait, je vais faire avec ça. Donc, on va apprendre les deux ensemble. Et quand ils me disent non, là, je me dis bon, ben, c'est pas vraiment de leur faute. Donc, je vais parler en anglais avec la personne. Donc, je pense que c'est vraiment, il faut prendre l'assurance en tant que francophone de quand même demander le service en français si c'est nécessaire, parce que peut-être que l'autre personne aussi s'attend à ce qu'on soit anglophone, elle ne le sait pas. Donc, il faut donner une chance aux gens aussi, là. Merci beaucoup. Et du point de vue du recrutement, aujourd'hui, vous travaillez. Est-ce que, il y a eu plus de difficultés ou moins du point de vue linguistique pour trouver un emploi en Ontario? Ça, c'est une question qui est très intéressante parce que c'est sûr, évidemment, pour chaque personne anglophone ou francophone, quand on applique un emploi, un premier enjeu, c'est dans quelle langue je vais travailler. Donc, c'est sûr qu'on y pense. Mais en même temps, mais au-delà de ça, moi, c'est un enjeu qui est souvent secondaire, c'est dans ma tête. J'y pense tout le temps. Oui, moi, je travaille en français. Pour moi, c'est très important de travailler en français. Mais pour moi, le milieu, qu'il soit français ou anglais, bien que je présente le milieu francophone, parce que c'est mon identité francophone qui va primer en premier, c'est la sécurité de mon identité de personne noire, parce que je suis francophone, mais je suis aussi noire. Je ne peux pas arrêter d'être francophone ni d'être noire. C'est hors de mon contrôle, vraiment, là. Je pense que les enjeux en ce moment, c'est, oui, c'est bien de vouloir embaucher des personnes francophones parce qu'il y a des quotas au gouvernement. Les francophones sont une minorité reconnue, mais lorsque tu embauches une personne francophone, par exemple, qui est noire, par exemple, qui est femme, qui a un handicap, donc qui a comme une double minorité ou plusieurs identités minoritaires dans une personne, c'est important de l'accueillir dans son ensemble, de ne pas juste dire on t'accueille parce que tu es francophone et c'est tout. Mais là, je suis aussi une personne de couleur, je suis une femme. Est-ce que votre environnement est inclusif à l'égard du fait que je pourrais vivre du harcèlement parce que je suis une femme, parce que je suis de couleur? Donc, ce n'est pas pour supposer que les milieux seront discriminatoires, mais c'est des choses que moi, je pense énormément. Là. Donc, ouais. C'est très intéressant. Et maintenant, y aurait-il quelques suggestions, quelques recommandations à l'endroit des décideurs pour améliorer l'accès aux services en français? Oh mon Dieu, ça c'est une bonne question. C'est sûr que là, je ne suis pas experte sur la question, mais de mon point de vue d'expérience personnelle, je pense que c'est important, comme je disais auparavant, de reconnaître que la francophonie, c'est une communauté qui est tellement diverse, qui a un visage
c'est des visages pluriels. Donc, les personnes francophones, souvent, on pense aux Québécois du Québec, mais il y a aussi des francophones en Ontario, dans d'autres coins plus éloignés du Canada, comme au Nouveau-Brunswick, qui ont des accents francophones différents. Donc, il faut vraiment être ouverte à cette diversité et mettre en place des choses qui vont accueillir les francophones en fonction de toute leur identité. Donc, par exemple, je pense que c'est bien d'embaucher une personne francophone, mais de ne pas s'attendre à ce que tous les projets francophonie, à ce que toutes les traductions soient sur son dos. Je pense que c'est bon d'être vraiment soutenu dans son emploi, d'avoir une équipe, de ne pas être comme « Ah, ben ça, c'est le francophone qu'on a embauché pour tous les trucs francophones. » Je pense que l'enjeu aussi qui est très important, c'est d'éviter le tokenisme, donc le fait d'embaucher des personnes d'une minorité francophone pour faire à croire qu'on est pro-francophone, qu'on n'est pas discriminé, mais au final, ces gens ne sont pas pleinement intégrés dans le milieu. Ils n'ont pas les meilleurs postes, ils n'ont pas les meilleurs salaires, pas les mêmes perspectives d'avancement dans le milieu. Donc, je pense que ce sont des choses auxquelles il faut penser. Et surtout pour les immigrants aussi. Donc, si on est francophone et qu'on est un peu dans un milieu francophone, pour travailler comme dans mon domaine à moi, qui est l'antiracisme, c'est beau d'embaucher une personne de couleur autochtone, noire, pour faire de l'antiracisme, qui en plus qui parle le français. Mais si ces compétences, ces idées ne sont pas prises au sérieux, il n'y a pas de présence francophone, en fait. On fait juste semblant. Donc, c'est vraiment important pour les gens qui prennent des décisions de valoriser une présence francophone qui va être réelle, qui va être appréciée, qui va être estimée. Très important. Donc, il ne s'agira pas de recruter de manière performative, mais beaucoup plus active et de manière utile pour la société canadienne. Merci beaucoup pour ces merveilleuses recommandations, mais aussi le partage de ta si riche expérience. Ça nous a permis de voir tous les défis quittant du Québec en Ontario et avec tout ce que ça comporte comme particularité. Peut-être un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs ou à l'endroit de Choc FM ou à l'endroit de manière globale des personnes qui ne parlent qu'anglais. Comment est-ce qu'elles peuvent aussi s'en sortir comme vous l'avez fait, quittant d'une condition où vous ne parliez pas absolument en anglais, je vais dire en français, et puis aujourd'hui, vous parlez excellemment et puis vous êtes une référence dans le domaine. Quelques conseils peut-être? C'est sûr que moi, de mon côté, j'ai appris le français à un très bas âge, ce qui est plus facile, mais je dirais que les gens qui sont anglophones et qui veulent apprendre le français ou vice-versa, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, de faire des erreurs, de trébucher, mais je pense aussi que c'est bon de reconnaître les efforts des personnes anglophones, par exemple, qui veulent faire l'effort de nous parler en français. Je pense qu'il faut les encourager, pas critiquer leur accent, parce que je pense que tout le monde le sait maintenant que des commentaires sur l'accent d'une personne, c'est très blessant, c'est très discriminatoire. Ça peut mener à vraiment des expériences traumatisantes de discrimination. Donc, je pense qu'il faut encourager les gens dans leurs efforts d'en apprendre sur la langue de l'autre. Merci beaucoup. Merci, Daniela, et merci à nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs. Nous sommes très contents de vous avoir servi. Ici, c'est Richard Atim-Niraï Nielade, dans le cadre de votre émission Droit de réponse qui vous est servi grâce à la contribution du gouvernement du Canada. Donc, ici, c'est Choc FM 105.1 et depuis Ottawa. Merci beaucoup et restez scotchés. Nous aurons une prochaine émission, toujours plein de joie à vous servir. Merci.